Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Notre invité est bilingue, il n'a pas sa langue dans sa poche, il a une plume redoutable, mais addictive. Rencontre avec Marc Biancarelli, écrivain, mais également professeur de corse. Il a entrepris la traduction d'Hamlet en corse. Forcément, elle vient de paraître aux éditions Colonne. Rendez-vous avec l'artiste Pierre Gambine, bilingue, lui aussi. Nous parlerons d'avenir. Appartient-il au polyglotte? Réponse avec nos invités. Cher Marc, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir au rendez-vous. Alors vous arrivez de Porto Vecchio, vous avez fait bonne route? Oui, ça va. Ça va, c'était pas trop loin. Bon cher Marc, je vous propose d'entamer notre rendez-vous en revenant sur votre parcours et ensuite nous parlerons de votre dernier projet, la traduction d'Hamlet en langue corse. Alors avant de commencer, petite question. Dois-je vous appeler Marc ou Marc? Je crois que Marc, ça vous agace. À partir du moment où on parle en français, je trouve que c'est plus normal de m'appeler Marc. Et si on parlait corse, ce serait Marc ou de manière tout aussi naturelle. Alors c'est dit, c'est fait. Allez, on poursuit. Marc, vous êtes enseignant donc, de langue corse, également écrivain, novelliste, dramaturge et romancier. La plupart de vos œuvres, eh bien, elles sont écrites en corse, ensuite traduites. C'est le cas par exemple de Murtoru. Alors, vous n'avez pas fait la traduction vous-même. Vous l'avez confiée à une autre plume. Vous l'avez confiée à celle de l'ami Jérôme Ferrare. Et pourquoi lui? Pour sa plume ou parce qu'il fallait quelqu'un de confiance? Non, mais Murtoru, il est traduit par 3 auteurs. Il y a Marc-Olivier Ferrare, il y a Jérôme Ferrare, il y a Jean-François Rosec. Et chacun avait traduit une partie. Et la raison, c'était que je connaissais leurs compétences et leur talent. Et je savais qu'ils mèneraient ce travail à bien sans que je ne sois déçu au final. Voilà. Donc un peu des deux. Oui, un peu des deux. Alors, est-ce que vous avez traduit certains de leurs textes en corse? J'ai traduit, mais de manière tout à fait anecdotique, quelques textes de Jérôme, de Jean-François aussi, essentiellement pour le blog Tonne et Tempest. Ouais. Vous écrivez aussi en français, Le massacre des innocents, ou alors Orphelin de Dieu, par exemple. J'oserais pas dire facile, mais en revanche, est-ce que c'est plus naturel d'écrire en corse ou en français pour vous? Non, pour moi, pareil. Je sais que si j'ai un projet qui est plutôt à destination, comment dirais-je, une édition corse, ça me viendra avec une certaine facilité d'écrire en corse. Parce que je sais que je ne vais pas viser un public beaucoup plus large. Mais par contre, quand je veux éditer un livre Chacte Sud, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus l'énergie de passer par la langue corse, et puis je prends autant de plaisir à écrire en français, donc je le fais. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment le ce qui est naturel, pour moi, c'est de faire dans une langue ou dans l'autre. Voilà, c'est plutôt ça qui est naturel. Et passer de l'une à l'autre, c'est un exercice plus difficile. On se rajoute des difficultés. En traduction, oui. Vous voulez dire. Oui, mais si c'est moi qui dois le faire. Parce que si c'est fastidieux. Oui, mais ça se comprend. Une fois qu'on a écrit un livre, on l'a écrit. On n'a pas envie de s'y recoller pendant des années ou des mois pour en faire la traduction. D'accord. Voilà, c'est qu'on l'abandonne jamais, ce livre-là. Et on a besoin d'abandonner un livre une fois qu'on l'a écrit. Alors, au-delà de la langue, il y a le style. Votre style, alors, inclassable, ramassé, détonnant, on vous qualifie, je cite, de Tarantino du maquis. Alors, Tarantino, oui, mais du maquis, non. Pas du tout. Non. Pourquoi? Je trouve que c'est très réducteur et puis très folklorisant. Je trouve que ça dénote un regard d'une espèce de supériorité comme ça, parisienne, qui, moi, me va pas beaucoup, quoi. Tarantino, c'est une référence universelle. Pourquoi il faudrait... si mon écriture a quelque chose à voir avec Tarantino, dont je ne suis pas sûr du tout, pourquoi l'affubler d'une espèce de qualificatif comme ça qui je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. D'accord, donc ça vous plaît pas? Non, ça ne me plaît pas du tout. Alors dans la liste, j'ai peut-être oublié poète. En tout cas, c'est en cette qualité qu'on vous sollicite, par exemple en Sardaigne à l'occasion de festivals. En Sardaigne et en Italie du Sud, plusieurs fois, oui. Poète, c'est mérité? Bon, je ne sais pas si c'est mérité, c'est jamais à moi de dire ces choses-là. Moi, je sais que je fais un travail. Quand j'écris, je considère que c'est une œuvre qui avance. Elle est dans des registres multiples. Ça peut être le théâtre, ça peut être le roman, ça peut être la nouvelle, ça peut être aussi la poésie. Mais la poésie, ces dernières années, j'ai pas trop fouillé, j'ai un peu abandonné, c'est vrai, parce que ça reste confidentiel, ça reste du temps qu'on consacre à des livres qui peut-être n'arrivent pas à destination, et c'est difficile. J'ai peut-être pas l'âme du poète maudit qui a envie de se sacrifier pour ça. Par contre, j'ai écrit pas mal de chansons pour des groupes, pour des amis, pour Invie, par exemple. J'avais écrit quelques textes, oui. On va le garder poète quand même dans la liste.
Mais je le renie pas, mais je pense pas. Enfin voilà, je m'en fais pas valoir spécialement, quoi. Alors, moi, j'ai envie qu'on le garde. Alors, on va rajouter traducteur, forcément. Votre dernier projet, c'était traduire Shakespeare. Vous avez choisi Hamlet, mais pourquoi une telle entreprise? Alors vous savez qu'il y a eu un petit encart dans Charlie Hebdo où il révélait un peu les choses. C'était un peu un défi alcoolisé avec Jean-François Rosec. Pour être plus sérieux, c'est le genre de projet qui, moi, me tient vraiment à cœur, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'arrive pas à confiner une langue ou une culture dans le registre simplement de l'intime et de, comment dire, et des espaces autorisés, voyez-vous. Moi, j'aime la langue corse, j'aime écrire en corse, et je suis prof de corse. Donc, inévitablement, je me disais, on peut aussi travailler sur des grandes œuvres classiques et de la dimension même d'Hamlet, de Shakespeare, avec nos élèves. Et donc, j'avais vraiment le désir, à un moment donné, de me frotter à ça, parce que j'adorais ça aussi, hein. Et pas uniquement parce qu'on vous avait lancé un défi. Ben, le défi, il est peut-être parti d'un contexte particulier, mais en tout cas, c'est le résultat de nos discussions et de nos échanges avec mes amis, et dont Jean-François Rosec, qui lui a traduit la Tempête aussi. Voilà, il n'est pas tout seul. Hamlet, il y a aussi... Oui, il y a Hamlet et il y a la Tempête, la Tempesta, qui a été traduit en Corse. Et donc, voilà, ça fait partie du bouillonnement qu'on a entre nous. On est comme ça, on fait des blogs, on fait des traductions, on crée des maisons d'édition, on n'arrête pas. Mais parce que c'est notre passion, parce qu'on est des passionnés dans le domaine de la création et de la littérature, de manière générale. Alors, Hamlet en Corse, par rapport à un défi, par rapport à l'amour de la langue corse, mais j'ai envie de vous demander, pour qui? Par rapport à l'amour d'Hamlet aussi, et de Shakespeare, forcément. Il ne faut quand même pas l'oublier. Oui. Mais pour qui, du coup, Hamlet traduit en Corse? Alors, c'est évidemment pas une édition qui va toucher un grand public. On en a tout à fait conscience. Au départ, on se disait entre nous, on va en vendre 12, des Hamlet et des Tempêtes. Mais c'est pas vrai. C'est que de notre positionnement d'enseignant, inévitablement, nous, on sait quelle utilité on peut avoir avec ces livres-là. On sait qu'on travaillera avec, on sait qu'on va amener des élèves, on va amener un jeune public à aimer le théâtre, à aimer Shakespeare et à aimer la langue corse à travers ça. Et puis après, il y a tous les gens qui sont curieux, qui peuvent commander le livre, qui peuvent se le procurer dans les librairies où il y a des points de vente, etc. Je crois réellement qu'il n'y a pas une raison qui puisse justifier de mettre au banc une grande œuvre comme ça. C'est pas possible. Et surtout, le jour où elle trouve sa destination dans une langue qui est aussi la nôtre. Finalement, c'est peut-être la rareté aussi qui va créer l'événement et la demande. Ben, je l'espère, mais moi je pense que ce serait surtout le désir des gens d'aller vers la chose culturelle de manière générale. Je ne me résous pas encore à l'idiocratie et à la société de la sous-culture où on a décidé que plus rien ne devait exister des grandes œuvres, de ce qu'on a en commun, en partage avec toute cette culture qu'on a l'habitude d'appeler universelle. Mais bon, c'est aussi une réalité à un moment donné. Si on peut s'emparer, nous, d'Hamlet, de la Tempête, c'est que c'est aussi une part de notre culture aujourd'hui. On a envie de faire résonner cette part avec des mots qui sont les nôtres. Voilà, c'est important. Et je pense que les traductions d'œuvres, de grandes œuvres en Corse, c'est vraiment un travail qui mérite d'être fait. Ne serait-ce que pour celui déjà qui le fait à la base. Moi, je trouve ça, j'ai pris un plaisir exceptionnel à faire ce travail-là. Ouais. Et je sais que Jean-François aussi, on a eu des échanges qui étaient vraiment enrichissants pour nous. Et donc, ce travail-là, si on a la passion et si on va au final, si on va au bout du travail, il peut être que bénéfique pour d'autres, pour le lectorat même universitaire ou lycéen dont je vous parlais, mais même pour les lecteurs curieux, quoi. Il va falloir qu'on vous lance de nouveaux défis. Bon, et moi je pense qu'il faut l'aider quand même, la création. Eh ben, on peut pas dire à quelqu'un à un moment donné, on peut pas se lancer ce genre de défi, on pourra le faire une fois, mais si on n'est pas aidé. Et on vous a aidé. Et on nous a aidés, parce que là, pour le coup, on a bénéficié d'une bourse, tant Jean-François que moi, on a bénéficié d'une bourse de la part de la CTC pour faire ce travail-là. On a présenté le projet, on l'a justifié, on l'a expliqué. Et très honnêtement, je suis heureux d'avoir été aidé. Je me dis, ça, c'est des démarches. Alors là, moi, je ne suis pas pour l'intrusion du politique, spécialement dans la création. Mais quand c'est pour aider dans ce sens-là, oui.
c'est pas pour la bourse que j'ai touché, c'est parce que réellement, les auteurs, les écrivains, ils ont besoin pour un certain type de travail d'être soutenus un peu par les institutions. Et là, là, on a été soutenus. Et la maison d'édition Et la aussi, maison qui a d'édition, choisi bien sûr, de vous évidemment. accompagner, donc Ah les oui. éditions Colonne. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes aussi à l'initiative d'un blog, un blog littéraire, Tonneau et Tempest. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire le tonnerre et la tempête, Pourquoi ce nom? parce que ça fait très shakespearien. C'est vrai? Oui, Parce que que les il y a la tempête thématiques... aussi, dans l'imaginaire. Déjà, il y avait la tempête, il y a le raisonnement, excusez-moi, l'écho furieux de ce que peut être le tonnerre. Mais parce que nos thématiques, c'était celle-ci, c'était d'essayer d'aller fouiller une littérature, une création qui se fait pas beaucoup en langue corse sur les registres historiques, la littérature de voyage, les récits un peu d'aventure, ce genre de choses. Et on voulait donc cet aspect aventureux, l'exalter à travers un intitulé qui soit un peu sympa, quoi, qui ait cette dimension shakespearienne. Voilà. Qu'est-ce qui fait partie de cette aventure? Ben, on est une équipe, on est une équipe d'amis d'abord, à base. Il y a Pierre Saval, il y a Jean-Yves Acquaï, il y a Jean-François Rosec, il y a Joseph Antonetti, il y a Fabien Rafal, il y a Étienne Chase. Et voilà, c'est un peu le noyau. Si j'en oublie un, il va me maudire. Mais Oh ben non. après, il y a tous nos amis qui participent et puis des gens qu'on ne connaît pas et qui nous envoient des textes. Et on est heureux à chaque fois de les Écrit en éditer. corse, forcément? Non, pas forcément. On peut en traduire. Mais la destination, c'est quand même de faire un blog où la langue corse s'emparerait de ces thématiques. Voilà. Marc, vous écrivez en corse, vous enseignez en corse, vous êtes donc bilingue. D'après vous, est-ce que l'avenir appartient aux polyglottes? Je vous propose d'en débattre avec Pierre Gambine. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi. Merci. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Merci à vous, Célia. Alors, question d'usage, est-ce que vous vous connaissez? Je connais la réponse. On Un se petit connaît peu. depuis quelques années maintenant. Ouais, oui, oui. Ça fait même une vingtaine d'années, je pense. Eh qu'on ouais. se connaît. Ah ouais. Ça Bon, ne bah, me rajeunit pas, ça ne mais se voit pas. ouais. Ça ne se voit pas Il ne du fallait tout. pas le dire, ça. Il ne fallait pas dire 20 ans. Alors on va faire quand même les présentations. Pierre, j'ai envie de dire l'homme orchestre. Alors artiste éclectique, touche à tout numérique, auteur, compositeur, interprète, producteur, start-upper, animateur. Le tout en langue corse, ça porte même un nom, je vais vous le laisser dire. Oui, il y a une appellation qui est peut-être une tendance et une mode en ce moment. On appelle ça un artiste slasher, en fait. Un slasher, bon c'est pas encore Voilà. ça. Donc non, c'est pas. Je pense pas qu'il y ait de traduction en Corse de ce terme-là. Mais l'idée, c'est que ce soit. Confirmation, il n'y a pas de traduction. Non, mais on va Bon, le laisser d'accord. tel quel. On va pas Voilà. bouger. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que c'est un artiste qui a plusieurs champs de compétences et qui reste toujours dans le même domaine, donc essentiellement celui de la culture, en tout cas pour moi, pour ma part, et qui développe différents projets. Ouais. D'accord, et qui décline. Et qui décline Toutes et ces qui essaie de faire compétences. aboutir des projets aussi, qui essaie de produire. Alors je le disais en langue corse, comment vous avez appris à parler corse? Alors moi, j'ai appris à la maison, tout simplement, puisque mes parents parlaient corse entre eux. Ils ne parlaient pas forcément en corse à nous, mais le fait de les Nous, entendre... les enfants Comment? Nous les enfants? Oui, ma fratrie, donc, parce D'accord. qu'on est 4 à la maison, donc du coup, voilà, c'est vraiment par le biais d'un contexte familial où on entend la langue, où on est bercé par la langue. Et puis un jour, on comprend des mots, et puis un autre jour, on a une guitare à la maison, on est omnibulé par certaines chansons, on essaie de comprendre, on essaie de trouver les paroles, et puis de fil en aiguille. Donc j'ai vraiment appris tout seul. J'ai pas eu de cours en langue corse dans mon parcours, ni au collège, ni au bac. J'ai quand même passé l'option corse au bac. Tu l'as pas eu. J'ai eu une bonne note, non, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai eu 11 encore. Ah, moi, j'ai eu 15. Mince alors. Donc voilà, et j'étais tombé sur Paul-Félix Nazig, qui est un chanteur d'Étienne Madialès, qui connaissait bien un des membres de ma famille, puisqu'il était bassiste avec eux, donc enfin voilà. Mais Ah, je quand pense même, pas qu'il pas que pour je pense ça. qu'il a fait son boulot. Je pense qu'il m'a jugé vraiment sur le moment et sur le texte qu'on travaillait. Donc voilà, donc j'ai vraiment appris naturellement. Après moi, si vous voulez, j'appartiens à une famille où le corse y était largement pratiqué. Je le pratique toujours en famille, et j'ai toujours un rapport avec la langue qui est très affectif, on va dire. Et j'ai même entendu des chants qui, bien avant d'entendre ceux de Cantabou-Blougours ou du mouvement du Riacuis. Donc, C'est une vraie langue maternelle. ben, je pense que j'ai baigné dedans, en tout cas dans la culture qui nous appartient, dans notre identité, j'ai baigné enfant. Après, effectivement, le fait est que de génération en génération, on a vécu des choses différentes.
forcément, la pratique de la langue corse, je pense que c'est un constat qu'on fait tous, se perd, quoi, voilà. Vous aussi, c'est en famille, Marc, que vous avez appris? Oui, mais moi, c'est un peu particulier parce qu'on était sur le continent jusqu'à ce que j'ai une dizaine d'années. Donc j'entendais le corse à la maison, je le comprenais très bien, et je l'ai parlé en rentrant en Corse. Quand ma famille s'est réinstallée en Corse, 1979-80, là, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais parler. Alors, j'ai eu une phase d'apprentissage aussi, parce que c'était pas aussi net que ça, mais bon, globalement, je savais parler, quoi. Et après, je m'y suis beaucoup intéressé. Bon, après, on baignait dedans, attention. Hein, la chasse, tout ça. Gamin, je baignais dedans. Mais je m'y suis aussi beaucoup intéressé à travers le fait que dans ma famille, il y avait des gens qui écrivaient et que j'avais un oncle poète en langue corse. Mon père écrivait aussi en corse. Et donc, c'était quasi naturel, c'était permanent chez moi. Le fait de parler et puis le fait d'écrire. Ouais. Parce que parler, c'est une chose, mais écrire, c'est une difficulté supplémentaire. Alors, selon vous, est-ce que l'avenir appartiendra aux polyglottes? Moi, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense que déjà, le monde, en tout cas, on vit dans un monde aujourd'hui qui est totalement mondialisé. Les échanges se font de plus en plus par les nouveaux outils qu'on a. Et forcément, je pense que je pratique de plus en plus l'anglais de ces dernières années, depuis qu'on a accès, je dirais, à des choses sur Internet, alors qu'avant, je n'avais pas forcément l'occasion de pratiquer cette langue. L'italien aussi. Donc oui, je pense qu'on va vers des pratiques de langue de plus... On y va, je dis on y va, mais en fait, on y est déjà peut-être. On baigne déjà dedans. Donc la langue corse, est-ce qu'elle a sa place dans ce monde-là? Moi, j'y crois pas trop, mais après... ça n'empêche pas qu'on a encore envie, je dirais, de créer avec, on a encore envie de l'utiliser, de la pratiquer. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un rapport très affectif avec la langue, c'est-à-dire que c'est toujours dans un contexte affectif, en tout cas, et dans un contexte de création, parce que c'est là, pour moi, où elle prend toute son ampleur et sa mesure. C'est personnel, hein, ce que je dis. Hein. Après, je ne me vois pas aller aux impôts, parler en Corse, ou je ne me vois pas aller ailleurs. Voilà, donc... Ça, voilà, donc je pense que oui, mais pour moi, la langue corse, elle fait partie des autres langues aussi que je pratique, quoi. Alors on parle, l'anglais, c'est seulement la troisième langue la plus parlée au monde. Comment vous le voyez, vous, Marc, l'avenir de la diffusion de la langue corse? Ben déjà, moi, je trouve qu'il faudrait essayer un jour réellement de regarder les choses à travers leur réalité. C'est-à-dire qu'on est effectivement très passionné dès qu'on aborde ce sujet-là, et puis on en oublie, je crois, les réalités élémentaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un décalage à l'heure actuelle entre tout le discours idéologique qui accompagne cette langue et sa pratique au quotidien. Même s'il y a des efforts qui sont faits, même s'il y a des enseignants, même s'il y a des tas d'institutions où aujourd'hui on donne sa place à la langue corse, c'est bien. Mais ça ne compense pas le déficit sociétal. Ça ne peut pas le compenser. Ce n'est pas parce que les élèves ont 3 heures et encore quand elles y sont d'enseignement du corse au collège ou au lycée, plutôt au collège parce qu'au lycée en général ils abandonnent, qu'on peut compenser un déficit sociétal qui est aujourd'hui majeur. Et puis après on est beaucoup dans les fantasmes, on a énormément passionné, politisé le sujet. Et je pense qu'on n'a pas toujours rendu service à cette langue en l'abordant de cette manière-là. Peut-être qu'à un moment donné, il faut tout un travail de terrain. Il y en a qui le font. Hein. Il y a des associations, Pratica Lingua, Bastia, il y a des tas de choses qui se passent qui sont vraiment très très intéressantes. Moi, je suis plus pour une espèce de prise de conscience des passionnés des choses, où les gens, quels qu'ils soient, aillent vers cette langue et aient envie de la pratiquer, de lui donner de la vie. Voilà, c'est plus ma vision. Après, moi, les paris sur l'avenir, j'en prends pas, je sais pas ce que ça veut dire. On a quand même peu d'exemples au monde où des langues qui étaient en situation difficile, oui, en situation de désuétude comme ça, ont repris le Oui. dessus. Alors, si c'est pas en classe qu'on apprend à parler corse, je vous demande pas ce que vous pensez des écoles bilingues? Non, moi, je suis pas contre sur le principe. Par contre, je l'ai déjà écrit, donc j'assume ce que j'ai dit. On en a fait un très mauvais usage parce qu'on a souvent transformé ces classes et puis c'est pas la faute à un tel ou un tel, c'est comme ça, c'est un système qui fonctionne pas. On a transformé très souvent ces classes en classes ghetto ou en classes élitistes ou en classes où on ne voulait pas avoir un certain public scolaire. Et donc du coup ça devient excluant. Et pour moi c'est pas l'objectif de ces classes-là, ça peut pas être l'objectif de ces classes-là.
Et en tout cas, ça dénote que des fois, il y a des fonctionnements de ces classes bilingues qui ne sont pas ce qu'on espérait. Moi, personnellement, je suis plus pour un système où on généraliserait l'enseignement où on créerait comme ça des filières ou des volontaires, lesquels, c'est ça qui est difficile à déterminer, choisiraient de pratiquer la langue. C'est comme si le système instituait complètement le fait qu'on va cloisonner, ghettoifier cette langue, la réserver à certains espaces de l'éducation, et puis tout le reste, on s'en fout. Et là, on ne peut pas adhérer. Alors déjà, les filières bilingues en elles-mêmes ont des difficultés à être ouvertes à un public large et je dirais arrivant de tous les horizons sociaux ou culturels. Et ensuite, la manière de penser la chose en amont n'est pas très bonne, voilà, parce qu'elle est elle-même stigmatisante et excluante. Voilà. Et je trouve que là, on rejoint, parce qu'on parlait, le thème c'est l'avenir appartient-il aux polyglottes. Moi, je trouve que le système français sur l'apprentissage des langues, il est quand même assez catastrophique. Oui. On est mauvais. Voilà, on est très très mauvais. Pierre disait qu'il parlait de plus en plus pour son travail, par nécessité, la langue anglaise. Mais très franchement, moi je parle très mal l'anglais. Je prends des cours parce que j'en ai honte, je parle très mal anglais. Et je vais souvent en Irlande. Je peux vous assurer qu'on reconnaît les touristes français, les gens qui arrivent de France, parce qu'ils sont nuls en anglais, parce qu'ils ne savent pas parler les langues étrangères. Ouais. Et ça, c'est quand même une particularité de ce pays. Un jour, faudrait... Parce qu'on ne peut pas réfléchir que sur la langue corse. Il faut essayer de voir qu'il y a un système qui est déficient et qui entraîne avec lui aussi un déficit pour la langue corse, quoi. Alors, pourquoi, si on est de moins en moins nombreux à parler corse, vous continuez à écrire en corse, à écrire les chansons corse, à écrire des livres, à faire des traductions pour qui ? Pourquoi ? Moi, parce que par amour, tout simplement, parce que c'est une langue que j'aime, avant tout, et je prends du plaisir à créer avec, je prends du plaisir à composer des chansons, enfin, à écrire des textes de chansons, donc, ou à écrire de la poésie, je prends du plaisir à parler en famille cette langue. Donc c'est aussi simple que ça, je pense. Il n'y a pas, en tout cas pour ma part, il n'y a pas de dimension, je dirais, militante. Et je ne pense pas que Marco non plus. Enfin voilà. En tout cas, il n'y a pas une dimension, je dirais, d'un chargé de mission de sauvetage. C'est pas un acte militant, en tout cas. Pour moi, ça ne l'est pas, et ça l'a jamais été d'ailleurs. Hein. Ça l'a jamais été, puisque les premières chansons que j'ai écrites en langue corse, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Marco, c'était des chansons qui parlait de ce que j'étais en train de vivre dans cette société, le rapport était assez franc, je dirais, avec ce que j'étais en train de vivre et ce que j'écrivais, et qui parlait donc de conneries, de bringues, de plan cul, enfin de sexe, voilà, de choses, des choses personnelles, voilà, mais de choses qui, à mon avis, sont importantes pour la langue. Parce que si une langue ne parle pas de ça, si on n'arrive pas à s'exprimer à travers une langue de ce genre de sujet, pour moi, elle est vouée à l'échec, c'est évident. Ça veut dire qu'on la sacralise et c'est pas bon. On la sacralise et puis on essaye même aujourd'hui peut-être de l'amener sur un terrain politique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur le terrain politique où on aimerait même l'institutionnaliser et la rendre, de plus en plus accessible dans des services administratifs. Mais ça y est, pour moi, on est au musée, quoi. C'est fini, c'est-à-dire qu'on la met dans un musée si on fait ça, on n'est pas en train de la faire vivre. Donc c'est ni un acte militant, ni une déclaration d'amour, mais c'est vraiment la volonté de perpétuer, faire vivre cette langue. À partir du moment où on crée, c'est une déclaration d'amour pour moi. L'acte de création pour moi est une déclaration d'amour. Après, est-ce que les autres en face sont en mesure de le percevoir ? C'est une autre chose. Quoi qu'on raconte, hein, à partir du moment où on crée, où on produit, pour moi c'est une déclaration d'amour. Et on vit sur un territoire où on crée peu. Justement, il y a très peu de créateurs et très peu de... Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la question, mais très peu qui, justement, passent du temps à créer autour de Exactement, cette langue. voilà. Ça, c'est clair. Mais après, on charrie quand même, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on essaye d'en faire un objet politique. Ça fait quand même 40 ans de lourdeur autour de ça. En tant que prof de corse, je le ressens, ça. Ou en tant qu'écrivain de langue corse. Comme s'il y avait besoin de justifier qu'on écrit dans une langue ou dans une autre, quoi. À un moment donné... Il y a une part d'acte naturel aussi là-dedans. On n'est pas, comme on disait, on l'a parlé en famille. Si on n'avait pas parlé en famille, peut-être qu'on n'aurait pas écrit ou fait des chansons en corse. C'est que c'est une part de nous-mêmes et on l'exprime. Et c'est déjà une démarche naturelle. Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais c'est en tout cas quelque chose de spontané ou
qui peut être tout à fait vu comme un acte de création comme un autre. Voilà. Allez, on finira sur une bonne nouvelle. Si on en croit plusieurs études scientifiques, eh bien, le bilinguisme aurait des bénéfices sur le plan neurologique. Il les retarderait la démence sénile. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. On est des bons exemples. Je ne me permettrai pas. Après, je ne sais pas si l'alcool peut freiner le processus. Je ne me permettrai pas non plus. Allez, je ne vous demanderai pas sur quels seront vos prochains projets, puisque vous êtes superstitieux. Ce sera peut-être en Corse ? En partie. Allez, en partie, c'est dit. On rappelle, Hamlet de Shakespeare, traduit par Marc. On peut se le procurer à l'adresse qui va s'afficher, c'est aux éditions Colonne. Merci infiniment Pierre, également. Prochain projet en langue corse, évidemment. Quant à nous, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve pour un prochain rendez-vous sur VIACE à 20h10 ou sur un autre écran, puisque le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Ciao. Ouais, mais je pense que voilà, c'est ça. Oui, on va faire le questionnaire. On est des meilleurs défenseurs de la langue corse. Voilà. En produisant, oui, voilà. Mais on est